Comme intervenant, on a la chance d'avoir parmi nous Françoise Villegrain, qui représente le réseau Cap Emploi, Vanessa Chabran, qui représente les missions locales, Franck Lassade, le DTH d'Île-de-France, qui représente le FIP, et Christophe Collinet, qui représente France Travail. Alors, au programme pour ce webinaire, on aura dans un premier temps une présentation du FIP par Franck Lassade. Ensuite, on aura une présentation des partenaires du réseau pour l'emploi, en commençant par Cap Emploi, France Travail et enfin les missions locales. À savoir que l'objectif de ce webinaire, ça va être de vous donner les outils pour pouvoir vous professionnaliser au mieux, vous informer sur le rôle et les missions du FIP, ses axes d'intervention, pardon, communiquer aussi sur les actions et les services qui sont proposés par le RPE. Et l'objectif, c'est qu'à la fin, vous soyez en mesure de pouvoir mobiliser les différents dispositifs, que ce soit du FIP ou de ses partenaires du RPE. Alors, pour commencer, je vais donner la parole à Franck Lassade, directeur du coût territorial du handicap pour la région Île-de-France, qui va nous présenter le FIP dans sa globalité, sa création, son rôle, ses missions, ainsi que ses différents dispositifs qui met à disposition des employeurs publics. Je vais également intervenir pour présenter le Handipact et quelques partenaires, notamment les partenaires maintien en emploi. Merci Jessie. Donc enchanté, très heureux de participer à ce webinaire. Donc je vais vous présenter le FIPHFP. Alors sous cet acronyme, c'est le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Alors il a été créé par la loi du 11 février 2005 et cette année nous fêtons les 20 ans. Donc avec un tour de France dans les différentes régions des représentants du FIP. Donc la mission, c'est de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein des 3 fonctions publiques, ainsi que la formation et l'information des agents en prise avec elles. Donc la mission principale, il s'agit principalement d'accompagner les personnes en situation de handicap vers l'emploi public et de les aider à conserver un emploi en compensant les conséquences de leur handicap. Derrière cette mission, il y a 5 axes: l'insertion, le maintien dans l'emploi, l'apprentissage, aider à favoriser l'environnement numérique accessible et également sensibiliser à la question du handicap. Donc, au niveau du FIP, la représentation, c'est par sa directrice, Marine Neuville, et sa présidente, Françoise Descamps-Cronier, et la Caisse des dépôts, à laquelle j'appartiens, est en charge à le mandat de gestion du FIPHFP. Donc, je me présentais, Franck Lassade, donc je suis directeur territorial en charge du handicap pour l'Île-de-France. J'ai pris mes fonctions au mois de mai, donc c'est encore très récent. Et je suis accompagné par Madame Catherine Hameau, qui, elle, est chargée de développement territorial, et tous les deux, on est les ambassadeurs, si je puis dire, du FIPHFP. Donc, on représente le FIPHFP, on rencontre les employeurs et on anime le réseau et l'écosystème autour du FIPHFP. Et on peut, à cet égard, bénéficier de l'appui très utile du Handipact Île-de-France. Donc, les champs d'intervention du FIPHFP, c'est intervenir en complément des dispositifs de droit commun et faciliter les passages entre les dispositifs assurant un continuum de parcours. Donc, c'est l'articulation entre les acteurs de l'orientation, de l'insertion et du maintien. Mais l'essence même du FIPHFP, c'est l'insertion des personnes en situation de handicap parmi les employeurs publics. Il y a garantir à tout agent de la fonction publique un accompagnement dans la compensation du handicap sur l'ensemble de sa carrière, qui va lui permettre d'évoluer dans sa vie professionnelle sans discrimination. Porter les enjeux au plus près des territoires, des employeurs publics, en animant le réseau des acteurs locaux pour faire partager les bonnes pratiques et renforcer la fluidité entre ces derniers. Donc, on joue un peu, en fait, un rôle d'articulation entre les différents partenaires autour du FIPHFP. Enfin, veiller à une structuration de la politique handicap et un portage pérenne de celle-ci auprès des employeurs publics en privilégiant le conventionnement avec ces derniers. Je ferai un petit focus sur le conventionnement par les aides du FIPHFP, ça me semble important, dans le cas des leviers dont dispose le FIPHFP auprès des employeurs publics, de vous expliquer un petit peu les principes de manière générale. Enfin, impliquer les employeurs publics dans la prise en compte des attentes des personnes en situation de handicap, de sa structure, et le rendre acteur de sa politique handicap.
c'est l'employeur public qui entre en relation avec le FIPHFP. Ce dernier ne traite pas de demandes directes réalisées par les agents de situation de handicap. Donc, en fait, nous, l'articulation, ça se fait auprès de l'employeur. L'absence ou le refus de prise en charge par le FIPHFP ne dispense pas l'employeur de son obligation d'aménagement de poste. Vous voyez, je rappelle que une personne en situation de handicap, lorsqu'il fait une demande auprès de l'employeur pour un aménagement de poste, par exemple, c'est une obligation légale auquel l'employeur doit répondre. Donc, en fait, le FIPHFP a donc des leviers. Il y a deux voies, en fait, sur, comment dire, les aides du FIP. Soit donc vous avez les aides à la plateforme, donc c'est un plafond de 40 000 € par an, ou alors les conventions employeurs. Donc pour en bénéficier, les agents bénéficiaires sont de l'obligation d'emploi reconnue inapte, donc c'est au niveau des BOTH ou des RQTH, donc les agents titulaires contractuels en CDI, en CDD, plus ou moins d'un an, les apprentis, les emplois aidés. Et donc le dispositif, c'est au niveau de la plateforme des aides, c'est accessible via la plateforme PEPS. Et il y a des montants des aides. Alors, par exemple, un employeur qui souhaite équiper un bureau, enfin aménager un bureau pour une personne en situation de handicap, peut au cas par cas faire des demandes auprès de la plateforme. Et là, sur le reste à charge, le FIPHFP viendra apporter une subvention pour permettre justement l'aménagement de ce poste. Ça, c'est limité à 40 000 € par an. Avec, il y a des justificatifs à produire au cas par cas. Voilà, c'est quelque chose qui marche bien pour tout l'ensemble des employeurs qui sont ou non conventionnés. Enfin voilà, pour pouvoir aider les personnes en situation de handicap au sein de leur structure. Enfin, il y a la convention avec le FIPHFP. Là, les employeurs qui totalisent un effectif d'au moins 550 agents peuvent, sur une durée de 3 ans, conventionner la FIPHFP. Donc là, on n'a plus de plafond à 40 000 €. On a un cofinancement qui peut aller jusqu'à 70% du reste à charge auprès de l'employeur pour permettre, donc du coup, soit l'insertion de personnes en situation de handicap, par exemple la prise en charge du salaire chargé des apprentis. On met à disposition une enveloppe budgétaire. Il n'y a pas de justificatif à produire au cas par cas, mais ça se fait au sein de la convention. Et ça permet de bénéficier de l'expertise du FIPHFP et de rejoindre une communauté des conventionnés. Donc, par exemple, le FIPHFP, si je vous donne quelques exemples, donc c'est permettre l'insertion, l'embauche de personnes en situation de handicap. Donc, on prend en charge une partie des salaires des apprentis, sur la formation également. Il y a des aides au maintien dans l'emploi avec l'aménagement de postes, par exemple avec un plafond qui peut aller jusqu'à 10 000 €. Des aides à la sensibilisation et à la formation. Donc, par exemple, la prise en charge des frais de formation des apprentis à hauteur de 10 000 €, ou alors aussi également, je ne vais pas m'étendre là-dessus, l'aide à l'accessibilité de l'intranet interne des établissements publics. Donc voilà, il y a toute une gamme, soit donc par la plateforme des aides, soit par la convention. Enfin, le FIPHFP, comment dire, initié un certain nombre de partenariats, notamment avec la GFIP. Alors, la GFIP, c'est le versant privé des aides aux personnes en situation de handicap. Donc, on a mis un partenariat qui est inscrit dans la loi depuis 2008, qui est renouvelé régulièrement. On a un certain nombre de conventions qu'on passe avec la GFIP. Le Cap Emploi, bon, là, je laisserai les personnes présenter le dispositif. Le CNFPT, donc là, c'est depuis 2011. On l'a renouvelé 4 fois. Et l'objet de ce partenariat, c'est de soutenir la formation continue des agents en situation de handicap au sein de la fonction publique territoriale. Il y a le CNSA-NDPH, donc les maisons départementales pour les personnes handicapées. Donc, on les accompagne. France Travail, les missions locales, et la FHF, donc la fonction publique hospitalière. Donc là, on a un partenariat depuis 2015. Et là, on les accompagne dans le cadre de la formation et la mise en place d'un référent handicap au sein de cette structure. Alors, sur les partenariats franciliens, il y a le PRIT, donc le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés, donc qui accompagne les personnes en situation de handicap entre 16 et 25 ans sur un certain nombre de dispositifs, plus un certain nombre d'autres dispositifs. Donc, on travaille avec l'ARS, avec la GFIP, France Travail, voilà. C'est plusieurs réunions qui se tiennent.
La préfecture de région donc, a un rôle très important puisqu'elle pilote au niveau de la DRIETS un certain nombre de dispositifs. Elle impulse aussi la politique de l'emploi des personnes en situation de handicap au niveau de la région Île-de-France. Cap Emploi, Keops France et Handipact Île-de-France, donc que j'ai mentionné tout à l'heure. Du coup, je reprends la parole pour présenter le Handipact Île-de-France. Il faut savoir que dès la création, le FIP il a doté chaque région d'un dispositif d'animation et développement des partenaires au niveau régional, avec pour objectif de pouvoir créer une sorte d'animation qui va être très adaptée en fonction des problématiques des différents territoires. Donc le Handipact, composé d'une équipe dont je fais partie pour l'Île-de-France, mais également pour la région Aura, va pouvoir proposer un accompagnement qui va être adapté à l'ensemble des employeurs publics conventionnés ou non, avec l'animation de rencontres à thème, l'animation de temps d'échange de pratiques, la proposition de webinaires, la mise en place parfois de projets dédiés ou de projets spécifiques. Mais voilà, le plus vraiment de l'Handipact, c'est de pouvoir vraiment s'adapter par rapport aux problématiques régionales et aux particularités des différentes régions. Au-delà de cet aspect-là, le Handipact va pouvoir aussi s'adapter par rapport aux spécificités des différents versants de la fonction publique, en proposant par exemple l'animation de certaines réunions qui vont être dédiées à la fonction publique d'État, à la fonction publique hospitalière, à la fonction publique territoriale et aux problématiques, aux particularités de ces différents versants. Au début de chaque année, on diffuse le calendrier de nos actions, donc c'est important d'être à l'affût à ce niveau-là, que ce soit au niveau de LinkedIn, que ce soit sur le site du FIP aussi, pour pouvoir vous inscrire au fur et à mesure pour les différentes animations, les différentes interventions, etc. Et pouvoir vraiment faire partie intégrante de cette co-construction, parce qu'en ressort généralement des guides, des fiches pratiques, des outils que vous pouvez utiliser dans votre quotidien et qui sont disponibles aussi directement sur le site du FIP. Parce que des fois, on va penser, vous pouvez pour certaines animations avoir besoin de certains outils ou autres. Mais du coup, ça va vous permettre d'avoir des outils qui vont être clés en main, que vous allez pouvoir utiliser directement. Là, on vous a mis certains exemples d'actions qui sont menées, que ce soit les clubs des employeurs conventionnés. Je vois qu'il y a quelqu'un qui reprend le contrôle de la présentation, il n'arrive plus à gérer. Le club des employeurs conventionnés, des webinaires qui vont être thématiques, la session d'accueil aussi pour les nouveaux référents. À chaque fois, on lance des sessions d'accueil, des ateliers voilà, territorialisés propres aux problématiques des territoires et plein d'autres projets thématiques. Dans ce cadre-là, du coup, du Handipact, on peut être aussi amené à vous présenter certains partenaires maintien en emploi ou voilà, à rentrer plus en détail dans la mobilisation de certains dispositifs que je vais vous présenter de manière succincte sur cette slide-là. À savoir que je vous ai mis à chaque fois des liens que vous allez pouvoir avoir pour rentrer plus en détail sur voilà, les dispositifs, peut-être comment les mobiliser ou autres. Donc, on va avoir les appuis spécifiques qui sont la mobilisation du coup d'un prestataire qui va venir apporter son expertise au regard d'un d'un projet professionnel ou d'un handicap en particulier. Lorsqu'on mobilise des appuis spécifiques, on va pouvoir, par exemple, mobiliser la sensibilisation d'un collectif de travail par un expert. On sait qu'on peut avoir certaines problématiques, des fois dans des collectifs de travail, lorsqu'il y a une intégration, ou des problématiques, des fois, de relationnel avec l'encadrant, le manager. Donc, il y a possibilité de pouvoir mobiliser les appuis spécifiques à ce moment-là. Il y a également les études ergonomiques qui sont dédiées, par exemple, aux situations complexes d'aménagement de postes de travail. Donc, ça permet de pouvoir venir analyser la situation de travail et de pouvoir trouver des solutions concrètes au regard peut-être d'une complexité particulière par rapport
à l'aménagement de postes de travail. On va avoir l'inclus pro formation, du coup, qui permet de pouvoir préparer son parcours ou pouvoir accéder à un emploi ou intégrer une formation qualifiante qui va être effectuée sur mesure. On va avoir l'accompagnement de la Comet qui permet de pouvoir accompagner au moment de la phase d'hospitalisation pour pouvoir vraiment agir en prévention sur la construction du projet professionnel. On va avoir les emplois accompagnés, l'emploi accompagné pardon, également, qui a un dispositif qui offre un accompagnement qui va être médico-social de soutien de l'insertion professionnelle pour sécuriser durablement le parcours de l'agent en situation de handicap en travaillant aussi directement avec l'employeur. Alors, pour vous présenter aussi des partenaires qui vont être plus spécialisés ou plus spécifiques, on a les ESRP et les ESPO, qui sont des établissements de services de réadaptation, qui vont avoir cette particularité de travailler avec des équipes pluridisciplinaires. Donc, on va avoir par exemple des médecins, des psychologues, des spécialistes de l'orientation, etc., qui vont pouvoir travailler vraiment en co-construction sur le parcours de l'agent, de la personne en situation de handicap concernés. Et les ESRP peuvent être mobilisés, par exemple, suite à un long arrêt maladie ou pendant les périodes voilà, de PPR, par exemple. Et on va avoir enfin la plateforme de prêt de matériel qui va pouvoir être mobilisée pendant les contrats courts, par exemple pour les alternants, les CDD, les contractuels, ou pour des personnes qui ont besoin d'un matériel adapté rapidement et qui ont peut-être besoin de le tester en amont. Donc là, c'est un matériel qui va être prêté pendant un temps assez court et qui va pouvoir pallier à ces moments-là où voilà, on est sur des contrats courts et on ne peut pas forcément s'engager sur la prise d'un matériel, euh, ou bien pour être sûr de pouvoir avoir le bon matériel qui va être adapté à la personne par la suite. Je redonne du coup la parole à Franck Lassade pour les chiffres clés. Oui, merci Jessie. Donc, juste la slide d'avance, si c'est possible. Ah, Voilà, pardon. enfin, pas de souci. En fait, l'impact du FIPHFP, c'est d'essayer d'améliorer le taux d'emploi direct, donc des personnes en situation de handicap. Donc, concrètement, c'est le nombre de POTH recensés au sein d'un établissement sur le nombre d'ETP. Et il faut, pour les employeurs, atteindre le taux légal de 6%. Je vais vous expliquer un petit peu au niveau du FIPHFP. En dessous de 6%, les employeurs doivent payer chaque année une contribution qui peut être assez importante. Au-delà des 6%, ils n'ont plus à s'exonérer de cette contribution. C'est des contributions qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et en fait, le FIPHFP collecte les contributions des employeurs qui n'atteignent pas les 6%. Et avec ces fonds-là, ça permet de redistribuer via la plateforme des aides, des conventions, des aides pour les employeurs qui ont des besoins en termes d'aménagement de poste, d'insertion, de compensation. Donc, on peut être en dessous du taux de 6%, mais quand même pouvoir faire des demandes au niveau de la plateforme des aides et également être en dessous des 6% pour conventionner avec le FIPHFP. Nous, c'est d'accompagner les employeurs pour essayer d'atteindre ce taux de 6%, ce taux d'emploi direct. Donc, schématiquement, si on reprend les chiffres en 2024, le FIPHFP a reçu 127 millions d'euros de fonds et on a redistribué 118 millions. Donc, on était en excédent. Cette année, ça devrait être un peu le contraire. On devrait plutôt être en déficit, c'est-à-dire redistribuer plus qu'on a reçu. Ce qui, paradoxalement, est plutôt quelque chose de positif, c'est-à-dire que on accompagne plus qu'on reçoit d'argent. Donc, c'est vraiment le cœur même du FIPHFP, c'est l'insertion. Et ça a permis, par exemple, sur le 2024, de pouvoir permettre le recrutement de plus de 37 000 agents et 8 000 maintiens dans l'emploi. Donc, au niveau des montants redistribués, c'est environ près de 19 millions d'euros pour les aides à la plateforme et près de 50 millions pour les conventions employeurs. Et après, au niveau des partenariats, on est sur un montant à peu près identique de 48 millions d'euros dans le cadre des partenariats. Donc, l'emploi, donc on tend vers un taux, alors c'est la slide suivante, qui se rapproche
des 6%. On est un petit peu en deçà, aux alentours de 5,92%, avec sur les 3 fonctions publiques des chiffres qui peuvent être un petit peu différents. Donc, fonction publique d'État, on est à 4,8, hospitalière 5,9 et fonction publique territoriale, là, on est au-dessus à 7,2. Donc, on est à peu près sur les mêmes chiffres au niveau de l'Île-de-France. Voilà. Et l'idée, c'est d'essayer toujours donc d'accompagner les employeurs pour que l'ensemble des fonctions publiques, des 3 fonctions publiques, atteignent le taux des 6%. Donc, voilà, je rappelle, le FIPHEP est un acteur central pour une fonction publique inclusive. Donc, moi, je suis à disposition des employeurs pour expliquer les dispositifs du FIPHEP. On anime le réseau donc, au niveau de l'Île-de-France. Il y a 13 directeurs territoriaux handicap sur l'ensemble des régions. Donc, chacun, on essaye d'apporter un maillage important et de représenter donc, le FIPHEP et de travailler de concert avec les partenaires nationaux, et notamment franciliens, pour renforcer son action et participer à un écosystème très riche. J'ai découvert cet écosystème depuis le mois de mai. Voilà, très intéressant. Énormément d'actions qui sont mises en œuvre avec une volonté de chacun de s'inscrire dans une politique handicap inclusive, de maintien dans l'emploi, de compensation. Et juste pour conclure, FIPHFP souhaite maintenant, au-delà donc, des 20 ans, maintenant partir sur une ambition 2030 et de devenir un acteur de référence auprès des employeurs publics, essayer d'être plus présent, plus travailler vraiment au maillage territorial, être plus présent sur les territoires pour vraiment améliorer ce taux et essayer d'accompagner au mieux les employeurs publics. Merci beaucoup, du coup, Franck Lassalle, pour cette présentation. On va maintenant s'intéresser aux principaux partenaires franciliens, en commençant par Françoise Vitgrin, qui intervient au sein de Cap Emploi, Cap Emploi qui se consacre entièrement à l'accompagnement des personnes en situation de handicap, du coup, qui va nous faire une présentation globale de Cap Emploi et un focus sur l'offre de services qui est à destination de la fonction publique. Je laisse la parole à Françoise. Oui, merci beaucoup, Jessie. Merci bonjour à toutes et tous et un grand remerciement pour l'organisation de cette rencontre organisée par le Handipact et le FIP. Donc, je me suis permis de regarder quelques questions dans le chat. Du coup, j'apporterai des éclairages sur notamment les prestations AGFIP au fur et à mesure de mon intervention pour justement remettre un peu quelques actualités. Avant de présenter, alors moi, donc c'est effectivement sur le logo, il y a Cap Emploi 75, 92, 93, parce que c'est là où j'agis particulièrement, mais l'offre de service que je vais présenter, elle est applicable à l'ensemble des Cap Emploi présents sur chaque département, avec parfois des spécificités d'organisation compte tenu des territoires, mais globalement, on a une offre de service commune. Je voulais faire au démarrage de mon introduction, de mon intervention, faire un petit point d'actualité sur la réforme de la loi plein emploi qui impacte donc le réseau, le service public de l'emploi, donc le réseau pour l'emploi présent ici avec France Travail et Mission Locale notamment, puisque depuis la loi de plein emploi de décembre 2023, le service public de l'emploi se structure autour d'un réseau pour l'emploi avec une ambition d'améliorer donc l'accompagnement des demandeurs d'emploi inscrits à France Travail, mais également de toutes les entreprises, de tous les employeurs privés, publics, et d'apporter une réponse collective aux enjeux de recrutement des territoires. Alors concrètement, ça va impliquer pour les bénéficiaires, les travailleurs handicapés et tous les autres bénéficiaires, des critères communs sur l'orientation des publics. C'est-à-dire que tous les demandeurs d'emploi aujourd'hui, qu'ils soient travailleurs handicapés, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient bénéficiaires du RSA par exemple, vont s'inscrire donc à France Travail et après être accompagnés par les dispositifs les plus adaptés à leurs besoins. Donc Cap Emploi ou la mission locale ou d'autres acteurs, notamment le département pour les bénéficiaires du RSA. Ça implique donc du coup un accompagnement rénové au sein de France Travail
et des opérateurs pour accompagner ces personnes. L'articulation se fait autour d'une coopération renforcée entre les acteurs présents qui agissent sur l'insertion professionnelle et un renforcement des actions auprès des employeurs, qu'on aura l'occasion d'aborder au fur et à mesure des interventions, et notamment par l'intervention de France Travail tout à l'heure. Alors, le réseau pour l'emploi, concrètement, il est constitué ce qu'on appelle d'un premier cercle. C'est l'ancien service public de l'emploi, on va dire comme ça, qui s'appelle donc autour de France Travail, Mission Locale et Cap Emploi, auxquels s'ajoutent des services territoriaux, des collectivités territoriales, notamment les départements, qui est autour de la question des bénéficiaires du RSA, qui auparavant était un dispositif à part et n'était pas forcément dans le réseau pour l'emploi. Donc, on va vraiment mutualiser autour de l'ensemble des opérateurs qui agissent à la fois sur la question de l'insertion professionnelle, la levée des freins sociaux, périphériques des bénéficiaires pour permettre plus facilement le retour à l'emploi. L'impact pour les personnes en situation de handicap, c'est un des grands principes de la loi plein emploi et aussi des travaux de la SNH, c'est de permettre de généraliser ce qu'on appelle le milieu ordinaire de travail. Et France Travail et Cap Emploi accompagnent désormais toute personne en situation de handicap pour déterminer avec elle l'environnement professionnel le mieux adapté. Et ça va s'élargir progressivement au dispositif des bénéficiaires du milieu protégé, dit ESAT. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place à l'issue 2027. Des travaux, des actions expérimentales sont mis en place dans les départements de façon à ce qu'on puisse instruire et travailler collectivement avec la MDPH, donc toute demande de bénéficiaires de situation de handicap pour pouvoir justement les accompagner dans les meilleurs dispositifs. Je vais un petit peu vite, mais aujourd'hui, donc, cette organisation-là n'impacte pas la délivrance de l'offre de service Cap Emploi, qui est donc en intégrant le réseau pour l'emploi, reste un opérateur de placement spécialisé défini par la loi de février 2005. On va intervenir et c'est aussi bien auprès des demandeurs d'emploi que des salariés, que des agents et des travailleurs indépendants en situation de handicap. Donc, on va intervenir auprès de ces personnes qui sont prêtes à engager des démarches d'insertion professionnelle, qui ont des besoins. Donc, ça va donc impliquer d'agir aussi bien avec des personnes agents de la fonction publique, demandeurs d'emploi qui souhaitent intégrer la fonction publique, contractuels de la fonction publique. Voilà, donc ça, c'est pour mettre le focus sur les dispositifs de la fonction publique en particulier. On va agir auprès des employeurs privés, publics, quels que soient leurs effectifs, quel que soit leur secteur d'activité, donc qu'ils aient ou pas une obligation d'emploi, qu'ils aient ou pas une convention avec le FIPH ou un accord avec l'État ou avec une convention avec la GFI pour le secteur privé. On va bien sûr agir en partenariat avec l'ensemble des acteurs économiques, que ce soit les fédérations professionnelles, les acteurs de la formation, les acteurs de l'insertion professionnelle. Nous sommes, donc notre mission de service public est agréée par l'État et financée par donc la GFIP, le FIPHFP et France Travail, enfin l'État par le biais de France Travail. Donc, nos missions visent à sécuriser les parcours des travailleurs handicapés du secteur privé et public et à participer à la prévention de la désinsertion professionnelle, notamment pour les agents et les salariés ou les fonctionnaires. On est à ce titre-là opérateur du conseil en évolution professionnelle, un dispositif d'accompagnement, une offre d'accompagnement spécifique pour permettre
aux bénéficiaires de travailler leur projet d'évolution, de transition professionnelle. Et c'est très important, notamment dans le contexte du maintien dans l'emploi. On va agir, on va mener des actions vers un accompagnement vers l'emploi. Donc là, on va être vraiment dans l'accompagnement de la recherche d'emploi, de la valorisation du projet professionnel, de l'aide au recrutement des employeurs, de l'aide à l'intégration des bénéficiaires, passant aussi par les étapes nécessaires de validation de projets professionnels et de montée en compétences. On va agir donc dans le cas d'un accompagnement dans l'emploi. Donc là, ça va concerner les agents et les salariés. Ça va s'adresser aux situations pour lesquelles il y a un risque avéré d'inaptitude, de perte d'emploi, qui va être reconnu par les services de prévention ou par les services de santé au travail. Et on va pouvoir aussi accompagner en anticipation les personnes qui souhaitent changer de métier en tenant compte de leurs problématiques de santé. Alors, les modalités de l'offre de services Cap Emploi, c'est d'apporter donc à la fois des accompagnements individualisés pour évaluer les besoins, mettre en œuvre les solutions, et aussi apporter un appui ponctuel pour apporter un avis expert sur les solutions à mettre en œuvre. Donc, on va pouvoir agir auprès des opérateurs pour apporter un éclairage, une solution spécifique, notamment par exemple avec les partenaires comme la mission locale ou comme la MDPH pour apporter un éclairage spécifique sur les besoins d'un bénéficiaire, sur les spécificités de recrutement des profils de travailleurs handicapés pour favoriser l'insertion professionnelle. À ce titre-là, il y a eu depuis... Françoise, on a deux autres questions sur l'aide à la formation. Oui. Et dans le cadre de la prévention de la désinsertion professionnelle, je ne sais pas si tu veux y répondre maintenant ou après. Alors, comme je vais développer un tout petit peu après, je le prendrai juste après cette slide, qui sera mon avant-dernière slide. Merci, François. Donc, donc, pour ce qui concerne l'activité des demandeurs d'emploi, on agit en partenariat depuis 2021, rapproché avec France Travail, dans le cadre d'une offre de service qu'on appelle offre de service intégrée, au sein d'un lieu unique d'accompagnement. Concrètement, ça se traduit par la constitution au sein des agences France Travail d'équipes handicap, composées de collaborateurs de Cap Emploi, de conseillers France Travail, aussi bien côté accompagnement des personnes que service entreprise. Nos collaborateurs sont présents 2 jours par semaine dans les agences France Travail de chaque agence de chaque département pour travailler, donc pour accompagner des bénéficiaires inscrits à France Travail et aussi travailler collectivement, conjointement avec les collaborateurs de France Travail à la mise en œuvre de plans d'action spécifiques pour favoriser le recrutement des travailleurs handicapés. On va pouvoir mener des actions en lien avec la fonction publique notamment. Du coup, on va agir aussi avec tout un écosystème d'opérateurs denses, comme dont je parlais tout à l'heure, que ce soit sur le champ du médico-social, vous aviez parlé tout à l'heure des acteurs de l'appui spécifique, les acteurs de l'emploi accompagné, mais il y a aussi tous les acteurs du médico-social type SAVS, service d'accompagnement des bénéficiaires, donc, qui agissent autour des problématiques santé des personnes en situation de handicap, qu'ils soient titulaires ou pas encore du titre. Et là, dans les étapes de sécurisation des parcours et d'accompagnement des personnes, ce sont des acteurs qui vont agir en complémentarité avec nous, notamment sur le champ de toute l'activité autour de la compensation du handicap, de la consolidation des soins. C'est à ce titre-là qu'on va agir avec l'assurance maladie, la CEPAM, notamment dans le cadre des équipes pluridisciplinaires, alors qu'ils sont organisés différemment département par département. On va pouvoir agir auprès des assistantes sociales de l'assurance maladie pour justement apporter un appui ponctuel sur les besoins spécifiques des personnes en lien avec le projet professionnel, mais aussi pour instruire l'accès aux droits. Par exemple, si une personne en arrêt de travail a besoin de mettre en œuvre des actions spécifiques qu'on n'a pas le droit de faire normalement quand on est en arrêt maladie, notamment des actions de formation, des actions de bilan de compétences, où il existe des possibilités que l'assurance maladie accepte la mise en place de ces actions dans le cadre d'un arrêt maladie. Donc ça, c'est fait avec l'instruction des demandes auprès des médecins conseils de l'assurance maladie et de l'assistance sociale. On va pouvoir aussi agir dans le cadre, soutenir des demandes
à notre mesure, hein, de mi-temps thérapeutique, d'accès à certaines mesures, pension d'invalidité, par exemple. Donc, on peut passer sur la dernière slide qui reprend de manière un peu plus détaillée des actions qu'on peut mettre en place dans le cadre du recrutement. Donc là, c'est des actions qui sont, vous l'avez bien compris, menées conjointement avec. C'est cette slide, Françoise? Non, c'est celle d'avant, s'il te Ok, plaît. très bien. Notamment menées conjointement avec France Travail au sein des agences et des équipes handicap, des teams handicap, mais aussi on peut avoir dans nos Cap Emploi des acteurs qu'on appelle nous transverses ou spécifiques, et notamment en Île-de-France. Dans chaque Cap Emploi, on a un chargé de mission dédié à la fonction publique qui va pouvoir mener des actions très spécifiques avec les employeurs ou les bénéficiaires pour les informer, notamment des voies d'accès à la fonction publique. On a des webinaires qui sont dédiés à l'accès avec la fonction publique. On peut travailler, par exemple, avec le CIG ou Handipact pour travailler sur la promotion des métiers, des emplois dans la fonction publique, faire connaître aux demandeurs d'emploi toutes les voies d'accès, les postes disponibles. On va pouvoir renforcer aussi et développer des dispositifs comme la mise en place d'immersion professionnelle dans les entreprises auprès des employeurs. Il y a un dispositif qu'on mobilise beaucoup et auquel la fonction publique est vraiment moteur, c'est les DUOD, par exemple, où on va pouvoir agir, mettre en place des ateliers de promotion du DUOD dans les agences de travail auprès des bénéficiaires, par exemple, répondre aux besoins spécifiques des établissements pour leurs offres de DUOD quand on le peut. Il y a beaucoup de demandes, donc on sait que parfois on ne peut pas satisfaire toutes les demandes. On peut travailler aussi sur des actions préalables au recrutement en mettant en place des actions de formation type POE. J'ai donné 2 exemples. On a mené avec la fonction, les universités, donc la fonction publique d'État, des actions de formation pour les gestionnaires administratifs, où on a, avec les universités, en partenariat avec des centres de formation, des universités d'Île-de-France, de travailler sur un programme de formation qui a permis pendant une période de 100 à 400 heures, de former des personnes qui n'auraient peut-être pas passé les voies de recrutement classiques quand il y a les recrutements en nombre à l'été pour doter les universités de gestionnaires d'inscription. Et donc, ça a permis de former une quinzaine, tous les 2 ans, à peu près une quinzaine de collaborateurs qui sont recrutés ensuite sur des emplois durables. Il y a eu des projets aussi auprès de la fonction publique hospitalière de formation, notamment pour travailler sur les reclassements de salariés, d'agents de la fonction publique qui doivent aller chercher des emplois, se reclasser sur d'autres métiers type tertiaire. Voilà, donc ça, c'est des exemples. Évidemment, on va travailler, on va accompagner les recherches de solutions sur le maintien dans l'emploi pour tous les agents au risque d'inaptitude. Et on va pouvoir apporter un accompagnement spécifique pour les agents de la fonction publique contractuelle ou les agents de la fonction publique qui souhaitent quitter la fonction publique parce que leurs problématiques de santé les amènent à aller vers d'autres horizons professionnels pour accompagner le reclassement, la transition professionnelle vers des nouveaux métiers. Et bien sûr, on va mobiliser tout un écosystème de partenaires dont j'ai déjà parlé. Ça me permet de faire un petit focus effectivement sur l'AGFIP, juste pour actualiser une information. Effectivement, les prestations d'Inclupro ont été suspendues en Île-de-France et je crois même au national. Il y a des actions, il y a actuellement des études qui sont mises en place pour que l'AGFIP puisse réfléchir soit une reconduction de prestations ou une évolution de prestations. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu sous-doté sur des actions qui permettraient de travailler le projet professionnel en tenant compte des problématiques santé. Il faut aujourd'hui que l'on aille soit sur le droit commun, sur les actions de recherche, de travail autour du prestation, de bilan de compétences, tout en mobilisant les appuis spécifiques en clé d'entrée avec la problématique handicap pour bien travailler avec ces acteurs-là, l'évaluation des besoins de compensation, les propositions de recherche de solutions, d'aménagement pour que les personnes puissent être maintenues à leur poste, mais aussi demain aller vers des insertions durables réussies. Donc, les prestations AGFIP sont aussi travaillées en lien avec le FIPHFP qui contribue au financement de ces actions-là. Voilà.
ce que je peux dire. Un petit focus, mais mon collègue de France Travail en reparlera. Dans le cadre de la loi plein emploi, il y a une batterie et puis le travail autour du rapprochement France Travail Cap Emploi, il y a une batterie d'outils qui sont développés. Et depuis début d'année, on va dire, il y a qu'on appelle le sourcing inclusif qui va permettre aux employeurs d'être identifiés comme sur la plateforme France Travail comme employeurs handi-engagés, et aux bénéficiaires reconnus travailleurs handicapés qui le souhaitent d'être aussi mis en visibilité, de pouvoir mettre en visibilité leur statut de travailleur handicapé seulement auprès des bénéficiaires, des employeurs engagés. Et ça va permettre en fait de favoriser le rapprochement demandeurs d'emploi, besoins des entreprises, des employeurs en termes de recrutement, de bénéficier d'un vivier d'entreprises donc engagées avec lesquelles on va pouvoir co-construire, travailler ensemble des actions justement de PMSMP, mais aussi favoriser le sourcing auprès des besoins de recrutement. On sait qu'on a déjà certains employeurs engagés qui ont été, on va dire, d'office, à qui on a proposé ces services-là, notamment les employeurs sous convention avec le FIPHFP qui ont dû recevoir au premier trimestre un message d'information. Cap Emploi et France Travail sont à disposition des employeurs pour favoriser la mise en visibilité sur la plateforme France Travail. C'est assez simple, il y a une petite manipulation à faire, donc on peut accompagner cette mise en visibilité. Et on travaille au fil de l'eau avec les candidats, les demandeurs d'emploi pour les aider aussi à rendre leur profil visible sur ce dispositif sourcing inclusif. Une petite session de questions-réponses, Françoise? Allez. Même si on va le voir avec l'émission locale, mais il y a une question sur les jeunes en situation de handicap qui sortent du système scolaire, peuvent-ils être concernés par les dispositifs que tu as présentés? Oui, alors là, il n'y a pas de distinction effectivement d'âge. C'est ouvert à tous les tous les profils qui sont reconnus travailleurs handicapés ou qui s'engagent à l'être, qui commencent à mener des démarches. On peut commencer à initier des actions sans forcément avoir tout de suite le statut de travailleur handicapé. Et ensuite, donc effectivement, la mission locale va aussi mobiliser, comme les conseillers France Travail, tous ces dispositifs. Merci. Est-ce que les Cap Emploi travaillent avec, dans le cadre de la prévention de la désinsertion professionnelle, des liens avec la CPAM? Alors oui, donc je l'ai expliqué rapidement tout à l'heure, effectivement, on va travailler avec la CPAM pour faciliter en fait l'instruction des demandes et des dossiers, tout comme avec la MDPH, pour justement mettre en place toutes. Alors, il y a le réseau des assistantes sociales de la CPAM qui vont être avec qui on va travailler en lien pour permettre aux bénéficiaires d'avoir un accès exhaustif aux droits dont pourraient bénéficier dans le cadre de l'assurance maladie, de leurs problématiques d'instruction, de pension d'invalidité, d'instruction sur les temps partiels thérapeutiques ou les accès à des dispositifs spécifiques. Et c'est la même chose aussi avec la CPAM, avec la MDPH pour, je ne sais pas, mettre en place la demande de titre de bénéficiaire, mais aussi les besoins les mesures de RLH ou voilà, toutes sortes de choses qui sont proposées par la MDPH pour travailler sur les besoins de compensation. Les instructions, par exemple, sur les entrées en ESRP dont Jessie a parlé, le centre de formation spécifique, qui sont des centres de formation financés par l'assurance maladie, mais pour lesquels il faut avoir une orientation de la MDPH. Donc, on va travailler avec la MDPH sur ces orientations-là. Comment contacter le réseau des assistantes sociales CPAM? C'est assez simple, puisque vous allez sur les sites assurance maladie, et là, vous allez trouver des coordonnées sur chaque département des assistantes sociales de la CPAM. Et par ailleurs, vous pouvez vous adresser au Cap Emploi qui justement ont des contacts spécifiques auprès de ces réseaux-là. Et est-ce que du coup, il y a une fiche de saisine spécifique? Ou il peut y avoir, selon les demandes, voilà. Selon les demandes, il y a des saisines spécifiques, il y a des circuits spécifiques, il y a des choses qu'on peut instruire directement, d'autres. Donc, c'est pour ça que je reste assez généraliste, parce qu'il faut vraiment, c'est demande par demande qu'on peut appuyer appuyer le mode opératoire à mettre en place. Et après, l'idée, c'est que chacun contacte directement le conseiller Cap Emploi chargé de la fonction publique. Et on remettra une fiche avec les contacts par département C'est ça. On a mis la liste à l'issue du webinaire.
Tout à fait. Alors, ça sera la clé d'entrée, en fait, pour pouvoir relayer auprès de Cap Emploi ou auprès du bon interlocuteur. Mais effectivement, dans chaque département en Île-de-France, il y a un référent fonction publique et j'ai remis dans le support les coordonnées de chacun. Oui. Il y a beaucoup de questions en parallèle, mais on va avancer et on a quand même une contrainte horaire, notamment avec Vanessa. Donc, oui. on va passer Et puis, on la pourra faire présentation une de la réponse mission locale. écrite Et après. voilà, Oui. on prend note de toutes les questions et on fera des réponses en parallèle, un QR avec le replay du webinaire. Et il y avait une question en attendant que on passe à la présentation des missions locales. J'ai vu passer une question sur est-ce que les agents France Travail relèvent du FIP? Oui, France Travail est un employeur public et donc relève du FIP. Il y a une convention entre le FIP et France Travail pour les agents, pour les collaborateurs France Travail. Oui. Et on travaille avec eux pour justement le recrutement des collaborateurs France Travail, y compris au siège. On participe très, très régulièrement aux campagnes de recrutement, justement, et de sourcing du public. Merci beaucoup, Françoise, pour votre intervention. Et merci à l'autre Françoise, du coup, pour l'aide dans les commentaires, étant donné que je suis sur la gestion des slides. Du coup, elle est venue me prêter main forte. Alors, du coup, on va changer un petit peu au niveau de la présentation, l'ordre prévu initialement, étant donné que Vanessa Chabran a un contretemps. Du coup, on va passer sur la présentation des missions locales pour que vous puissiez quand même en bénéficier. Du coup, Vanessa Chabran, qui représente les 60 missions locales franciliennes, qui va vous présenter le rôle des missions locales et ainsi que leur offre d'intervention. Du coup, Vanessa, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Merci d'être présent. Merci au FIPHFP et Handipac d'avoir organisé tout ça. Merci beaucoup de nous donner la parole. Alors, les missions locales, c'est un réseau associatif qui existe depuis 1982. Voilà, on est organisé en 3 structures distinctes et sans aucun lien hiérarchique entre les 3 structures. Donc, on va commencer par l'Union nationale qui va chapeauter et accompagner et fédérer toutes les ARML. Donc, il y en a une par région de France. Et chaque ARML a pour objectif, en fait, d'accompagner, de représenter le réseau des missions locales de sa région. En Île-de-France, il y a pour le moment 60 missions locales. Je dis pour le moment parce que les fusions commencent et en quelques années, on est passé de 72 à 60 et en 2026, on sera 59. Vous retrouverez dans le fichier de présentation qui vous sera envoyé la cartographie du territoire avec toutes les missions locales par département. Si le vert est sur le 77, c'est pas pour rien, ça aura une importance dans les chiffres, c'est très rural. Vous verrez, je reviendrai dessus. C'est près de 2000 salariés avec un taux de 70% d'opérationnel. Quand je dis opérationnel, je parle des conseillers en insertion, ceux qui sont en lien direct avec les jeunes. Le reste sera des encadrants et des membres de la direction et l'administratif. On fait partie du réseau pour l'emploi, aux côtés de Cap Emploi, de France Travail et d'autres acteurs comme la Driettes. On a un taux de représentation, un devoir de représentation du réseau, notamment lors des commissions du PRIT, voilà, qui est le PRIT, le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés. Mais pas que, on est sur beaucoup de commissions avec la GFIP, voilà, on est sur beaucoup de choses pour représenter le réseau et toujours aux côtés de France Travail et de Cap Emploi puisqu'on fait partie des 3 têtes de réseau. Voilà, en quelques chiffres. Donc, la mission locale, l'année dernière, en 2024, c'était 183 000, j'arrondis un peu le chiffre, jeunes reçus et un taux de 41% de nouveaux. Donc là, vous aurez tous les chiffres, vous aurez l'occasion de pouvoir découvrir tout ça. En taux d'insertion en emploi, on est à 37% à peu près d'insertion en emploi, mais nous, on compte en taux d'insertion générale puisqu'on compte l'alternance et la formation à part de 55%. C'est un peu disparate d'une mission locale à une autre, puisque certaines missions locales vont avoir des taux d'insertion supérieurs à 70%. On constate souvent que la cause vient du territoire. Évidemment, quand on a 80% de champs sur son territoire, le taux d'insertion ne va pas être le même qu'au cœur de Paris, par exemple. Voilà. Nous avons des dispositifs d'accompagnement renforcés, mais ça, je reviendrai peut-être par la suite, comme vous pourrez le voir. Donc, l'offre générale des services de missions locales. À l'échelle du territoire national, le rôle des missions locales, c'est d'accompagner chaque année plus d'1 million de jeunes. Hors emploi, hors formation, puisque nous faisons de l'accompagnement global, individuel, personnalisé et adapté à chaque jeune. Nous prenons le temps de poser un diagnostic avec eux lors du premier accueil. Nos rendez-vous durent en général 1 heure. Nous les voyons le plus souvent possible en fonction de leurs besoins. Chaque jeune ne va pas avoir les mêmes besoins. On va adapter. On n'a pas une ligne de conduite claire, nette. On s'adapte aux jeunes qu'on a en face de nous et en fonction de son taux d'autonomie. Voilà l'objectif. La clé d'entrée des missions locales, c'est l'insertion professionnelle. Donc, il faut que la demande initiale, ce soit l'emploi, soit la formation ou tout simplement l'élaboration de projets pour les jeunes qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire.
qui veulent se réorienter, voilà. Et à partir du moment où il y a cette clé d'entrée, l'accompagnement global et l'accompagnement spécifique vont pouvoir entrer en compte. Donc, on accompagne, comme je vous l'ai dit, les jeunes sur l'orientation, l'emploi, la formation, l'alternance, ou sur de la mobilité internationale, sur du logement, de la mobilité, de la culture, du loisir, la citoyenneté, sur les services civiques, les jeunes en situation de handicap, puisqu'on est là pour ça aussi, mais aussi sur l'accès aux soins. Pour cela, les missions locales, on fonctionne, le mot local, il est important. On fonctionne avec les partenaires du territoire. Sur un territoire, il va y avoir des politiques différentes, des actions différentes, des dispositifs différents. Donc, il est important pour que vous puissiez connaître votre mission locale, que vous preniez contact avec eux, puisque entre le 93, le 77 et le 78, les offres de services peuvent être différées, en fait, peuvent être différentes, puisque le territoire va mettre en place des accompagnements spécifiques et des moyens spécifiques. Voilà, ça c'est important. Les missions locales proposent aux jeunes d'être accompagnés vers des dispositifs d'accompagnement renforcés, de plus connus, et vous en avez un. Je suis toujours sur la slide d'avant. Oh, pardon. Désolée, Claire. Pas de souci. Des dispositifs d'accompagnement renforcés, vous en avez sûrement entendu parler, le contrat engagement jeune, par exemple, ou le PACEA. En général, c'est l'un ou l'autre. On construit des partenariats avec les partenaires locaux, donc qui vont être les maisons des solidarités, les CCAS, les maisons de jeunes ou des adolescents, pour la santé mentale notamment. Avec les CEPAM aussi, on a une convention nationale qui nous permet d'orienter le jeune pour qu'il puisse accéder plus rapidement aux soins et aux droits administratifs. Voilà, on a un très, très large éventail de possibilités dans l'offre de services en fait, qu'on peut proposer. Il y a aussi des fois des sorties culture pour pouvoir leur permettre de découvrir les métiers de la culture, parce qu'il y a toujours un lien avec l'emploi, mais aussi de s'aérer. Nous avons des actions sport autour de la santé, des actions en santé mentale. Enfin, il y a énormément de sensibilisation aussi qui sont faites sur les addictions, sur la prévention. On attaque beaucoup de choses, mais on ne s'éloigne pas du fait que la priorité, la clé d'entrée reste l'insertion professionnelle. Donc, l'objectif de tout ça, c'est pas l'occupationnel, c'est bien de le rendre le plus possible autonome, de faire sauter tous les freins qu'il pourrait rencontrer pour qu'en emploi, ça roule et qu'il ne revienne pas chez nous. Moi, je disais souvent aux jeunes deux choses. La première, c'est qu'un conseiller mission locale, c'est comme un GPS, c'est-à-dire qu'au début, on établit d'où il arrive, où il est et où il aimerait aller. Et notre travail, c'est de le diriger. Je ne sais pas vous, moi, j'écoute pas toujours mon GPS. Des fois, il dit tourne à gauche, mais entre-temps, il y a des travaux où j'ai tout simplement la tête ailleurs et j'écoute pas. Le GPS, il ne mouspille pas, hein. Il recalcule. Et bien, le conseiller mission locale, il va faire la même chose. C'est le jeune qui reste au volant de son avenir et de son insertion. Donc, s'il ne nous écoute pas, c'est pas grave. Il peut toujours revenir nous voir et on sera toujours là pour réajuster les conseils et les orientations. Et la deuxième chose que je leur dis, quand j'étais sur le terrain, mon objectif à moi, c'est de me débarrasser d'eux en insertion. Hein. Voilà, c'est de ne pas les revoir et puis qu'ils puissent être autonomes en emploi, sur son logement, sur son accès aux droits. Voilà, ça restera toujours l'objectif. S'il y a des questions là-dessus, je pourrais répondre après. J'ai oublié de préciser que dans les accompagnements spécifiques, il n'y a pas que les jeunes en situation de handicap. On a aussi, alors pour les jeunes en situation de handicap, on va jusqu'à 30 ans. Voilà, à partir du moment où il y a une RQTH, on va au-delà des 26 ans, puisque les missions locales, ce sont les jeunes déscolarisés de 16 à 25, mais jusqu'à 30 s'il y a une RQTH. Voilà, on a aussi les jeunes sous main de justice, les ressortissants étrangers. On a une collaboration avec l'aide sociale à l'enfance et de façon de plus en plus accentuée aussi sur les décrocheurs scolaires. Voilà, donc on a aussi des actions avec l'éducation nationale maintenant. Passer à la slide suivante. Ça résume tout ce que je viens de vous dire. Celle-là, comme ça, vous pourrez relire ça lorsque vous recevrez le compte-rendu. Voilà, les conseillers sont quand même souvent en lien avec les partenaires, que ce soit les employeurs, les structures sociales, les organismes de formation, les institutions. On existe depuis plus de 44 ans, donc vous imaginez que voilà, on a quand même une certaine notoriété et un champ d'action quand même assez important, même des partenaires sur le logement, sur la mobilité. On permet aussi, grâce à des partenariats avec des associations comme Parcours le Monde, de la mobilité internationale. Donc, vraiment, les possibilités sont vraiment très riches en mission locale. Et notre objectif, c'est de lever les freins, redonner confiance, construire une insertion durable en valorisant toujours le jeune, ses compétences et en respectant sa volonté. Voilà, tout simplement. Je veux bien la slide suivante. Voilà. Et la mission qui va vous intéresser le plus, hein, j'imagine, c'est le lien qu'on peut avoir avec les employeurs. Donc, toutes les missions locales sont organisées de manière différente. Alors, même si on a des grandes lignes de conduite communes, il y a des missions locales où chaque CISP va avoir des contacts avec les employeurs, mais beaucoup ont un service dédié. Donc, vous trouverez toujours des personnes dédiées pour pouvoir vous accompagner dans vos recrutements.
Voilà, choisir de travailler avec les missions locales, ça vous permettra aussi d'avoir des informations sur le jeune, de pouvoir mieux cocooner un peu son intégration, puisqu'on va vous prévenir des difficultés, pas que, de ses forces aussi, évidemment. On l'aura préparé en amont, donc il arrivera déjà beaucoup plus préparé et un peu moins en touriste, comme vous avez déjà pu le constater parfois. Et on vous valorisera aussi, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs méthodes de rencontrer les jeunes. C'est-à-dire que soit vous le ferez en mode cocooning avec le conseiller partenaire et il vous transmettra des CV, soit vous pourrez venir faire des informations collectives. On a déjà fait des recrutements aussi au sein des missions locales. On peut mettre en place des périodes d'immersion afin de pouvoir aussi se tester, se découvrir. Souvent, on a des jeunes qui hésitent sur des métiers, donc on pourrait aussi faire appel à vous pour aller valider le projet à vos côtés avec des experts suivant la thématique demandée. On sera aussi une vitrine pour vous, puisque du coup, on vous mettra en avant en parlant de vous, de votre politique RH, etc. Là, vous verrez les stats, 84% des employeurs partenaires trouvent que c'est adapté pour eux. Vous lirez tout ça, je ne vais pas faire vous lire bêtement tout ce qui est écrit, mais voilà. Je vois pas, je crois que j'ai rien Il y a une question, Vanessa, sur les jeunes qui sont en grande difficulté des maîtrises des savoirs de base. Qu'est-ce que les missions locales proposent? On a les partenaires. Certaines missions locales se sont saisies de la thématique et font des remises à niveau en interne, mais elles ne sont pas nombreuses. Mais on a des partenaires. On travaille avec l'AFPA pour les 16-18, notamment sur les remises à niveau. Mais on a des formations spécifiques de remise à niveau, d'acquis du français aussi pour les personnes qui sont non francophones. Donc voilà, forcément, ça fait partie de l'étape d'accompagnement. Quand on pose le diagnostic de jeune, quand on dit lever les freins, ça fait partie de ça. La remise à niveau, les formations qualifiantes pour un métier, tout ça, c'est notre quotidien. C'est vrai que c'est tellement évident que je ne le précise pas, mais ça en fait partie en tout cas. Voilà, et puis comme on le disait tout à l'heure, on fait partie, on est un opérateur spécifique du réseau Pôle emploi. On participe aux commissions pour donner les lignes directives aussi au niveau régional. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. On a une autre question, alors plus spécifique, mais Jamila qui nous dit: j'ai un jeune de 17 ans BOTH avec un projet de formation suivi par la mission locale, orienté chez France Travail pour être accompagné. Est-ce que la mission locale n'a pas de team TH formé au handicap? Ah si, toutes les missions locales ont un référent handicap nommé. Je les connais tous, donc si cette personne a besoin d'infos ou que je prenne contact avec la personne concernée, il suffirait de me dire quelle commune et je pourrais vous mettre en lien, voire contacter la personne référente pour qu'elle rentre en lien avec vous. Voilà, ça c'est le rôle que je vais avoir. Là, vous allez avoir mes coordonnées. Il n'est pas toujours facile d'avoir des contacts dans les missions locales parce qu'il y a énormément de turnover, et comme un peu partout d'ailleurs, mais voilà. Et moi, je suis la porte d'entrée. C'est-à-dire que quand vous voulez contacter une mission locale spécifique, je peux vous mettre en lien avec. Je n'ai pas le droit de donner la liste parce que de toute façon, il n'y aurait aucune pertinence. La liste évolue tous les mois, toutes les semaines. En ce moment, c'est toutes les semaines avec la rentrée. Donc moi, j'ai une liste à jour. Je vous mets en lien de façon individuelle avec la personne parce que de toute façon, ça ne respecterait pas les normes RGPD si vous donnez tout. Mais je suis la clé d'entrée, vous n'hésitez pas. À savoir que spécifiquement sur l'handicap, puisque je suis chargée de projet santé handicap, j'ai complètement oublié de le dire au début, pour l'ARML, je leur envoie chaque semaine une newsletter avec les offres que je reçois. J'ai plusieurs partenaires, des cabinets de recrutement, des employeurs, des agences d'intérim avec qui nous avons monté des partenariats, qui m'envoient leurs offres spécifiques TH. Et moi, je retransfère toutes les semaines. Donc, toutes les semaines, tout le réseau Île-de-France reçoit l'offre. Donc, ça vous donne un rayonnement quand même important de passer par moi. On ne fait pas que le TH, on a un service partenaire aussi droit commun ici. Donc, il n'y aura aucun problème. Je pourrai aussi vous mettre en lien avec elle et les offres circuleront de la même manière. Donc on a répondu du coup à la question de Florence qui demandait sur la diffusion des offres d'emploi. Est-ce que ça concerne aussi les recherches de services civiques? On fait tout. Recherche de stage, service civique et offre d'emploi. Enfin, dès que c'est une offre qui donne la possibilité aux jeunes de travailler son insertion ou d'accéder à l'insertion, on circule en fait, on fait circuler. On fait circuler aussi les journées portes ouvertes, tout ça, tout ce qui va pouvoir permettre de donner aux jeunes des opportunités supplémentaires, passez par nous. Ça marche, super. Et donc, il y avait une question sur les cours de français pour les jeunes en difficulté, mais aussi pour les jeunes qui ont des handicaps type handicap auditif. J'imagine que dans le réseau des partenaires, c'est pareil, à chaque fois, vous cherchez la formation appropriée Oui. Et adaptée à la personne en fonction de sa situation. On a des partenariats, oui, on a des partenariats avec l'Union nationale des entreprises adaptées, on a des partenariats avec les ESAT, on a des partenariats avec la FAGER qui représente donc les ESRP notamment. Donc, ça fait partie de tous nos collaborateurs.
Donc oui, on peut. Et je vois, est-ce qu'on peut s'inscrire à la newsletter? Non, c'est une newsletter pour le réseau. Interne. Ouais, voilà. Malheureusement, ça reste. On n'a pas la vocation de rayonner énormément. Les infos qu'on transmet sont pour le réseau et souvent, en plus, il y a des données, des coordonnées de structures, donc on préfère pas rendre ça public. Merci Je Vanessa. respecterai pas les On a bien normes. compris que tu étais la porte d'entrée C'est pour ça. toutes les missions locales en Ile-de-France. Donc merci beaucoup. Et dans le mail récapitulatif, il y aura évidemment tes coordonnées. N'hésitez pas. Et Jessie va passer la parole à Je ne sais France pas si Travail. l'ARCOM est là, mais l'ARCOM pourrait témoigner justement, depuis qu'elle m'a rencontrée sur votre forum la dernière fois, ces offres sont diffusées toutes les semaines. Donc n'hésitez Super. pas. Un exemple Merci de beaucoup Vanessa. réalisation. Merci à vous et puis merci de la faveur de m'avoir passé avant. Avec plaisir. Bonne journée à tous. Je Merci, répondrai aux bonne journée, questions du Vanessa. coup, mais en différé. Ça marche. Merci Ça beaucoup. marche. Merci, au revoir. Du coup, je donne la parole à Christophe Collinet, représentant du coup de France Travail, qui va nous faire une présentation des services proposés par France Travail Pro notamment. Je lui laisse la parole. Oui, bonjour. Donc Christophe Collinet, responsable du service offre de services aux entreprises, donc à la direction régionale France Travail Île-de-France. En complément de ce que déjà mes homologues ont pu déjà dire, je vais m'attarder particulièrement sur France Travail Pro, donc qui est une offre de services qu'on a renforcée auprès des entreprises depuis la fin de l'année 2024. Et d'où aussi l'intitulé France Travail Pro, hein, qui marque un petit peu plus aussi ces services. L'objectif, très rapidement, renforcer la connaissance des services de l'offre de services entreprises avec tout un tas de nouveaux services qui sont livrés tout au long de l'année, aussi bien en ligne et au sein de nos agences. Des actions de prospection et de fidélisation auprès des entreprises qu'on souhaite renforcer, entreprises au sens large, hein, fonction publique incluse bien entendu, et sur lequel effectivement on a des ambitions un peu plus fortes sur les échanges auprès des entreprises pour essayer de leur proposer des services beaucoup plus personnalisés et répondant encore plus à leurs besoins. Avec, sans trop rentrer dans la technique, mais effectivement, aujourd'hui, on se dote d'ici maintenant un mois d'un nouvel outil de gestion auprès des relations auprès des entreprises qui va pouvoir nous permettre d'être beaucoup plus proactifs auprès des entreprises avec un système de gestionnaire de relations clients qui va nous permettre d'être au plus proche de vous très rapidement. Sur la diapo suivante, alors notre offre de service, vous voyez, à travers ce schéma qui synthétise bien, et je reviendrai aussi un petit peu plus sur chacun d'entre eux. Il y a des choses que vous connaissez bien entendu, sur lesquelles je ne vais pas m'attarder plus que ça, mais entre autres la publication d'offres, et particulièrement, alors on peut relayer les offres de concours dans nos circuits de communication, on peut relayer aussi des postes de remplacement, etc. C'est des choses dont vos correspondants au sein des agences France Travail peuvent tout à fait faire, on sera pour les concours plutôt sous un format relais de communication en externe sur nos réseaux, et sur des postes de recrutement, de remplacement et autres, effectivement des modalités de recrutement classiques que vous connaissez. Ça a été évoqué aussi par les différents intervenants, le sujet de l'immersion professionnelle. Alors moi, personnellement, j'ai vraiment une conviction forte sur l'immersion. Je crois beaucoup à cette prestation qu'on a un petit peu oubliée ces dernières années, tout simplement parce que les différentes études qu'on a pu mener montrent que 7 candidats sur 10 ayant pu bénéficier d'une immersion se retrouvent dans l'année qui vient en emploi. Alors j'ai un écho, je ne sais pas si c'est chez moi ou... Non, peut-être pas. On entend très bien en tout cas. Ok, parfait. Ce qui a été évoqué également, j'y reviendrai un petit peu plus en détail aussi sur la formation préalable à l'embauche, particulièrement la PEE. Là aussi, quelques données statistiques, on est à plus de 75% de retour à l'emploi dans les 6 mois lorsqu'un candidat a pu bénéficier d'une PEE. Alors c'est une moyenne, on a des secteurs d'activité dont le transport, la logistique entre autres qui sont à plus de 80%, d'autres un petit peu moins, mais nous on veut vraiment valoriser les services à forte plus-value dont la PEE. Et on a pu l'initier aussi sur le conseil régional, entre autres, d'autres acteurs sur lesquels on voit que cette formation préalable à l'embauche sécurise tout le monde sur le retour à l'emploi. La méthode de recrutement par simulation que vous connaissez aussi également, et j'y reviendrai un petit peu plus en détail, et puis la participation à nos événements. On a aussi la conviction que la rencontre directe à travers mes événements emploi, à travers des job dating, à travers de la découverte de métiers, etc., c'est quand même la recette qui marche le mieux. Ça permet à tout à chacun de pouvoir se mobiliser sur une connaissance d'un secteur, d'un métier, et puis de se dire est-ce que j'ai envie d'y aller avant même de candidater, en tout cas de rencontrer les professionnels du secteur. Alors rapidement, hein, je l'ai déjà évoqué, la publication d'offres, hein, vous le savez, je pense que c'est un service que vous connaissez déjà. L'idée c'est qu'effectivement on vous accompagne aussi sur la formulation de l'offre pour que les candidats aient envie de pouvoir candidater, et puis aussi et surtout de mettre en valeur votre offre sur francetravail.fr qui vous permet effectivement une visibilité, une mise en avant de vos opportunités.
Vous avez la possibilité également, lorsque vous créez un compte employeur sur francetravail.fr, et là nos agences de proximité peuvent vous accompagner pour le faire, d'aller détecter par compétence ou mots-clés des candidats ou des profils qui pourraient vous intéresser. Donc ça, le préalable, c'est de créer son compte entreprise, parce que bien évidemment, on va vérifier la véracité de la création du compte, mais à partir du moment que le compte est créé, vous pouvez avoir accès à un certain nombre d'une CVTech, des candidats, et qui vous permettent d'aller chercher aussi des profils qui pourraient vous intéresser. La méthode de recrutement par simulation, alors certains peut-être vous la connaissez déjà, pour nous c'est effectivement un service à fort plus-value. Là aussi, tous les candidats qui passent et qui sont recrutés, en gros, on a un taux de transformation qui est entre 70 et 80% des candidats qui sont retenus via cette méthode. Le seul bémol, c'est que cette méthode, elle est un petit peu plus longue, puisqu'on va vérifier avec vous un certain nombre d'informations sur les exercices à réaliser, et donc ça prend un petit peu plus de temps qu'une méthode de recrutement dite classique. Pour autant, l'investissement temps du départ fait que la transformation au final fait que vous gagnez du temps sur l'intégralité du processus. Alors là aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite vivement à vous rapprocher de votre agence et pourquoi pas d'aller observer des séances de recrutement par simulation. On vous accueille avec grand plaisir dans les agences et en fonction alors soit en fonction des métiers que vous souhaitez recruter, soit pour votre propre connaissance de la méthode et de vous dire comment ça se passe. J'ai envie de voir concrètement comment ça se passe. On vous accueille vraiment avec grand plaisir et vous pourrez voir de visu, pour ceux qui ne connaissent pas la méthode, comment ça se déroule avec le principe de base qu'on est dans l'anonymat du candidat. Le candidat, il passe un certain nombre d'épreuves, mais en tant que recruteur, vous ne connaissez rien de son parcours. On anonymise le candidat, c'est un numéro. Alors, c'est pas très personnalisé, certes, mais ça va lever un peu les biais qu'on peut avoir parfois inconsciemment sur du recrutement. L'immersion, je l'évoquais aussi tout à l'heure, et puis mes collègues qui ont pu intervenir également l'ont évoqué. Je le disais en propos introductif, moi je crois beaucoup à l'immersion. 3 options sur l'immersion. Soit on est une immersion de 1 à plusieurs jours dans un format de pré-recrutement. L'idée, c'est de se dire comment je vois le candidat, comment je l'observe dans la relation avec les autres, dans son intégration, dans son respect d'un cadre horaire, etc. Sur 2-3 jours, quelques jours, et de se dire à la fin, est-ce qu'on a envie effectivement de ce candidat intègre l'équipe et travaille avec les autres collaborateurs? Ça, c'est quand même assez intéressant. Alors, bien évidemment, vous le savez, on va contractualiser tout ça dans un document qui va valider la présence de l'entreprise, qui couvrira en cas de je me tords la cheville ou autre. Mais en tout cas, l'immersion professionnelle, elle peut être soit dans le cadre d'un pré-recrutement, soit dans le cadre d'une découverte d'un environnement, d'un métier, d'un secteur. On a, dans le cadre de reconversion professionnelle, des candidats qui nous disent j'aimerais bien aller voir ou en tout cas rencontrer des personnes qui travaillent dans telle entreprise, dans tel secteur, dans telle institution, et ça peut être tout à fait réalisable, et ça permet au moins au candidat de se dire, à la fin, oui, ça confirme le fait que ça m'intéresse, ou au fond, peut-être que j'avais un regard qui n'était pas le bon, et j'ai pas envie, au final, j'ai pas envie d'aller dans ce secteur ou dans cette institution. C'est intéressant aussi pour l'institution, l'entreprise, parce que ça met en valeur, c'est de la visibilité, c'est de la communication, et c'est aussi donner le vrai message de ce qu'on fait dans l'entreprise, parce qu'on peut tous avoir là aussi des biais de j'ai entendu, on m'a dit que, il paraît que. Nous, notre discours, c'est de dire allez vous-même observer, constater, rencontrer des gens passionnés, des professionnels qui vous diront comment se passe leur métier. Et puis, 3e option, qui est plutôt dans une conduite de projet, de réflexion sur son projet, c'est de se dire j'ai envie de découvrir, j'ai pas plus envie que ça, j'en sais rien au fond. Voilà, j'ai besoin d'être confirmé dans le fait que j'ai envie de le faire. Voilà. Pour répondre à la question, la période d'immersion, en fait, elle est, si le demandeur d'emploi il est indemnisé, son indemnisation continue. Par contre, s'il n'est pas indemnisé, ça n'ouvre pas une indemnisation complémentaire. Voilà. Et aussi, juste sur le point de l'immersion, je vous conseille, vous avez un outil qui s'appelle Immersion Facilité. Je vous conseille vivement de pouvoir vous inscrire, et ça vous permet effectivement de pouvoir ensuite très facilement rencontrer soit des candidats qui aimeraient faire une immersion dans votre institution ou dans l'entreprise, et vous-même de mettre en valeur le fait que vous êtes ouvert à accueillir sur une durée particulière la personne en question, sachant que là aussi, la durée, elle se négocie au départ. Ça peut aller jusqu'à 30 jours. Alors moi, je vous donne mon avis, 30 jours en soi, je ne suis pas sûr que ça soit pertinent parce que c'est très long, ça nécessite une coordination, une organisation, mais entre 1 à 5 jours, je trouve que déjà, ça peut donner un premier niveau d'information. La seule contrainte, entre guillemets, c'est que vous ayez quelqu'un qui va organiser, structurer et accompagner la personne tout au long de l'immersion. La formation, l'aide avant l'embauche, ça a été évoqué aussi tout à l'heure, c'est la préparation opérationnelle à l'emploi avec effectivement des taux de transformation, des taux de recrutement qui sont plutôt très bons
lorsque au départ tout a bien été structuré dans quelles sont les compétences, quelle est la formation qu'on souhaite donner aux candidats, dans quel objectif. Et effectivement, voilà, moi j'ai un exemple, par exemple, je le citais tout à l'heure, on a fait une belle opération il n'y a pas très longtemps avec le conseil régional sur des postes de cuisinier et d'aide en cuisine. Ça a très bien marché. Voilà. Et puis ça peut être, on peut le mettre à plusieurs employeurs. Voilà, si on peut se rapprocher d'un centre de formation et faire une session où plusieurs employeurs vont se mettre ensemble pour créer une session d'un certain nombre de stagiaires. Et puis ensuite, chacun récupérera ou en tout cas recrutera des candidats au sein de cette session. L'engagement inclusif, hein, alors là, je crois que c'est Françoise auparavant qui l'avait évoqué. On a au sein de nos agences effectivement des conseillers France Travail et ou France Travail Pro et Cap Emploi qui ont bien évidemment des connaissances bien précises sur le sujet du handicap de manière large et qui peuvent s'appuyer sur les différents relais dont on a évoqué et travailler ensemble sur des recrutements de travailleurs handicapés. Et effectivement, l'expertise qu'ils ont et l'expertise cumulée permet alors d'expliquer parfois aux entreprises les aides dont ils peuvent avoir et la manière dont on peut les accompagner sur le sujet. Certaines ont besoin d'être assurées sur ce point-là. Et puis de mettre en avant aussi de belles histoires de candidats dans un parcours où on a pu mettre le candidat dans les meilleures situations au sein de l'entreprise pour réaliser son activité, lever les freins, lever parfois les incompréhensions, en tout cas voilà, d'essayer de comprendre, d'accompagner l'entreprise ou de rassurer l'entreprise en fonction du diagnostic préalable qui a pu être fait. Voilà, donc ça, c'est quelque chose où on a vraiment une vigilance, on est très investi sur le duo-day, bien évidemment aussi, et puis au sein même, nous, de l'établissement France Travail, une vigilance aussi particulière sur le recrutement de personnes en situation de handicap, sur lequel on a une vigilance particulière. Les modalités de contact, alors vous pouvez... Je pense que mes coordonnées sont communiquées également si besoin, mais vous avez tout simplement aussi vos agences de proximité ou les contacts que vous avez peut-être d'ores et déjà au sein de nos agences. Donc n'hésitez pas à les solliciter, bien évidemment, à les rencontrer ou à leur demander qu'ils viennent à votre rencontre si vous souhaitez effectivement leur partager un certain nombre de choses avec grand plaisir. Et puis vous avez ensuite les numéros courts, donc 3995, sur lequel d'ailleurs on a élargi nos créneaux d'appel, donc en dehors même, j'ai envie de dire, d'heures de travail classiques, puisqu'on a dorénavant du lundi au samedi une ouverture du 39,95 à partir de 7h30 le matin pour aller jusqu'à 20h, puisqu'on sait que pour certains employeurs, voilà, des fois en cours de journée, c'est pas toujours évident et que en tout début de matinée ou en fin de journée, parfois, ils ont un petit peu plus de temps pour nous contacter ou échanger avec nous pour des besoins particuliers. Voilà, je pense avoir été dans le timing et de libérer tout le monde pour 12h. Je crois que c'était l'engagement. Merci beaucoup, Christophe. Voilà. Merci beaucoup, Christophe. Merci beaucoup, Christophe. Merci aux 4 intervenants du coup, pour leur présentation.